bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Bonjour, alors moi je m'appelle Lynn Leblanc, je suis originaire du Nouveau-Brunswick au Canada, donc d'origine canadienne, et puis j'ai 45 ans. Et moi, Laurent, j'ai 47 ans, je suis originaire de Périgueux, en Dordogne, et j'ai eu une carrière de sportif pendant mes premières années, et puis aujourd'hui je suis consultant dans le monde du sport, à l'accompagnement stratégique des organisations sportives. Très bien. Alors, écoutez, je vais quand même juste introduire comment moi je vous ai trouvé, puisque effectivement c'est grâce à votre profil Instagram où vous postez des photos qui font très envie quand on est passionné de voile. Hein. Et je vous ai donc, j'ai vu que vous étiez dans une aventure un peu particulière, pas très courante, on va dire, et c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, et notamment donc ce départ que vous faites, ce changement de vie incroyable que vous êtes en train de vivre. Et donc c'est comme ça que je vous ai rencontré. Donc je vous propose peut-être avant de parler de cette aventure en elle-même, c'est de me dire un peu justement votre expérience en bateau. Donc j'ai compris que Lynn, c'était plutôt nouveau, et donc voilà. Et du coup, Laurent, toi, comment c'est venu comment tu as découvert la voile et comment tu es venu à faire ce beau projet? Moi, j'ai toujours été en fait sur les bateaux. Hein. J'ai grandi à l'île de Ré où on allait passer nos vacances et où mes grands-parents avaient un terrain là-bas, donc. On passait beaucoup de temps sur l'eau, soit à la pêche, soit à faire un petit peu d'activité nautique, de la planche à voile, etc. Tout ce qu'on pouvait faire à l'époque sur l'île. Et puis pas mal d'été aussi. Mon père ayant été moniteur de voile, lui, il avait des amis qui lui prêtaient des bateaux et on partait naviguer un petit peu sur la côte méditerranéenne, un petit peu dans la baie de Rosas en Espagne, donc en fait en Saint-Cyprien, puis la baie de Rosas. Et j'ai encore des photos où à 2 ans, je suis à la barre d'un surprise dans la baie de Rosas. Donc j'ai ces souvenirs-là et j'ai été immergé vraiment dans on va dire la vie nautique dès mon plus jeune âge, et je pense que ça m'a un peu obsédé. J'ai toujours ressenti cette attirance pour la mer, quoi. Et dès que je pouvais m'évader, j'allais sur un bateau. On a un bateau familial qui est toujours basé à Canet-en-Roussillon, hein, qui a un feeling 326, et c'était le bateau sur lequel on naviguait un peu tous les étés, jusqu'à ce qu'on ait ce projet un peu commun avec Lynn, de se dire que on partirait peut-être nous aussi sur notre propre bateau. Donc la voile a toujours été une passion, un moyen de s'évader, et puis j'ai appris un peu sur le tas avec aux côtés de mon père, voilà, jusqu'au moment où j'ai souhaité, en tout cas en étant en vacances, plutôt que de rester au port tout seul sur le bateau, de dire ce serait pas mal de sortir en solo, puis de faire des petites sorties devant le port en solo, puis au fur et à mesure d'aller un peu plus loin, et j'ai fait un peu mes classes comme ça. D'accord. Donc ouais. C'est ça. Moi, si je viens un peu d'une famille de voileux ou de gens qui font de la voile, mais je suis une fille de la mer. Je suis une fille qui est juste de l'autre côté de l'Atlantique, et puis et la mer, ça fait partie de moi. Donc
Donc, c'était une bonne base pour la suite. Et du coup, comment toi, Lynn, tu es venue à la voile? Aucune expérience ou quand même tu as navigué quand tu étais plus jeune sur Non, sur des nous bateaux? on avait une roulotte au bord de la mer de l'océan Atlantique de l'autre côté. Et quand j'étais toute jeune, on avait un petit laser. Donc un peu comme une place là pour un peu comme une planche à voile, mais voilà. Et mais moi j'étais trop jeune. Et puis quand j'ai eu à peu près 12 ans où j'avais l'âge de le faire, il y a eu une grosse tempête qui est venue plaquer le laser contre les rochers et puis on s'en est jamais racheté un. Donc j'ai jamais eu la chance vraiment de faire la voile. Ça a été vraiment l'initiation, c'est quand on s'est rencontrés et qui m'a initié avec le bateau familial. Ça a été le début de la suite. D'accord. Et ben alors justement cette rencontre là, comment elle s'est faite? C'est la voile qui vous a réunis ou c'est autre chose? Non, est-ce que vous acceptez d'en parler? Oui, on a une histoire assez atypique, donc on va essayer de la faire courte. Mais on est tous les deux issus du monde du sport et on était tous les deux consultants pour une association en Jordanie. Et on s'est croisés comme ça sur un projet commun. Et puis ensuite, et un mois plus tard, il m'a invité à venir passer 2 semaines en juillet en Méditerranée. Donc ça a été le coup de foudre de profiter de la Méditerranée. On a fait la voile pendant 2 semaines. C'était vraiment fantastique. Donc ça a été vraiment le début. Ensuite, on a déménagé au Canada pour quelques années plus tard s'établir en France. Et ensuite, petit à petit, le projet de partir vivre sur un bateau, c'est créé. Concrétisé. D'accord. Ouais, l'avantage, c'est que sur un bateau, on voit tout de suite si ça passe ou pas, hein, si la connexion se fait. Donc là, pour le coup, les 2 semaines de tentative ont été fructueuses. Et puis, non, ce qu'on avait quand on s'est rencontrés, ce qu'on avait en commun, c'était le volleyball. Donc, on était tous les deux. Moi, j'ai fait du haut niveau en volley en France. Et Lynn, elle, a travaillé pour la Fédération canadienne de volleyball. Et donc, ça a été tout de suite, au bout de 30 secondes de discussion, on s'est aperçu qu'on avait plein de gens en commun et que c'était un tout petit monde. Donc c'est le volley qui nous a réunis, puis on a poursuivi ensuite avec la voile. Le volley en Jordanie et la voile. Exactement. C'est ça. C'était un projet humanitaire. C'était toujours assez atypique. C'est ça, exactement. C'est un projet humanitaire. D'accord. Ok, c'est très beau. Très beau, très beau. Et alors cet accent, Lynn, c'est un accent plutôt donc acadien. New Brunswick. C'est ça. Québécois. Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue du Canada. D'accord. Donc le Québec est francophone, le Nouveau-Brunswick est bilingue et toutes les autres sont principalement anglophones. Donc j'ai grandi en français, mais l'anglais était aussi très omniprésent, donc très bilingue. D'accord. C'est l'Acadie. C'est un tellement bel accent, j'imagine que Laurent a dû craquer aussi grâce à ça. Ouais, en fait, moi j'ai oui, vas-y. Non, même si parfois on s'aperçoit que de l'autre côté de l'Atlantique, ils parlent un français qui date d'il y a quelques siècles ici, hein, des fois. Donc on a besoin du sous-titrage, quoi. Attention à ce que tu dis, hein. Et moi, je peux vous dire, j'ai habité 3 ans quand j'étais petit à Montréal, parce que c'était mes parents mon père qui devait partir pour travailler là-bas. Et j'ai mon grand-fils qui a maintenant 21 ans, qui fait ses études à Montréal aussi. Là. Ah donc, oui. J'ai une petite histoire avec le Canada aussi. Ah ben voilà. Il reviendra plus, il va rester au Canada après. C'est tout le mal que je lui souhaite, on va dire. Ouais. C'est sûr. Ouais. Bon, et donc ça, voilà, on a un peu abordé la partie formation, vos formations, vos expériences en voile. Et donc tu parlais, Laurent, d'expérience en solo, c'est-à-dire que t'es parti avec le gros voilier là, le feeling tout seul, ou c'était déjà plus... Ouais. Oui, c'est ça. Alors j'allais pas très très loin, hein, mais je faisais des naves un petit peu sur notre zone de navigation entre Collioure, Port-Vendre, voilà, le Cap Créus, etc. Et moi ça m'a fait un peu la main et sur les difficultés de la nave en solo. Mais j'ai pris énormément de plaisir en fait. C'est vrai que j'avais fait quelques traversées, mais plutôt en binôme après vers les Baléares déjà. J'avais convoyé des bateaux entre Binic et La Rochelle à 2 reprises. Donc j'avais l'expérience
un petit peu de l'Atlantique et de la Bretagne, dans les beaux coins de la Bretagne, et surtout l'expérience de la Méditerranée, quoi. Et au fur et à mesure, ben j'ai pris naturellement quelque part l'initiative d'amener la famille, les enfants, passer quelques jours toujours en nave. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai continué à prendre de l'expérience un peu en tant que chef de bord, en apprenant sur le tas, mais en ayant eu quand même beaucoup de bonnes bases de mon père. Et j'ai toujours été observateur en fait de ce qui se passait. Donc mais j'ai vraiment commencé à naviguer tout seul quand j'avais après ma carrière de volleyeur, donc à peu près à 28-30 ans. Ok, oui, j'entends quand même une solide expérience, effectivement. C'est intéressant. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut donc il y a votre rencontre, il y a ce séjour au Canada, puis cette arrivée en France, et donc il y a eu cette genèse du projet donc World Tour Adventure. Et est-ce que donc allez-y, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est ce projet-là? Ouais, ben la genèse et puis comment vous l'avez développé. Je vais commencer, puis Lynn complétera. En fait, quand on s'est rencontrés, on s'est installé au Canada. Moi, je suis allé la rejoindre au Canada et on est resté 3-4 ans au Canada. Moi, j'ai 2 grandes filles aussi qui étaient restées en France avec leur maman et qui étaient dans un âge où elles disaient c'est quand même pas mal si papa il pouvait être un peu plus proche. Donc Lynn est tombée enceinte de Mathieu. Et comme ils ont droit à 1 an de congé de maternité au Canada, on a dit c'est l'occasion pour rentrer. Donc et puis Océane s'est enchaîné derrière. Donc on est rentré en France. Et quand on est arrivé en France, ni Lynn ni moi n'avions fait des déclarations d'impôts en France, donc on n'avait pas d'imposition en France. Okay. Et personne voulait nous louer. Parce que pas d'historique sur les 2 dernières années, donc personne voulait nous louer. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on n'achèterait pas un bateau plutôt, on serait pas mal et ce serait peut-être moins de problèmes. Et puis on a sérieusement regardé, pensé, on y a sérieusement pensé, ça passait proche. Finalement, la vie nous a amenés plus près de Bordeaux. D'accord. Parce que ma belle-mère habite là-bas, donc on a habité 7 ans là-bas. Et chaque été, on partait de Bordeaux et nos vacances, c'était de venir à Canet-en-Roussillon et faire du bateau sur le bateau familial, sur le bateau de mon beau-père. Donc c'est comme ça que moi j'ai vraiment été initiée, puis avec les enfants, mais j'avoue que j'étais plus dans un rôle de, tu vois, je m'occupais des enfants, on profitait, c'était vraiment en mode vacances. Et puis au fil de l'eau, on est tous les deux des gens qui avons beaucoup voyagé avec le sport et nos travails respectifs. Et puis ça nous mijotait dans la tête de faire quelque chose avec les enfants. Ils commençaient à être scolarisés. On avait vraiment envie de leur faire découvrir quelque chose de différent. On voulait qu'ils aient une autre perspective de par le monde. Et puis Laurent, chaque année après revenir du voyage en bateau, il disait Lynn, ça dirait pas de partir en voyage avec avec la famille, tout ça. Puis là, moi j'avais ma liste de raisons pour ne pas partir était très longue. Donc le voyage entre Canet et Bordeaux, je l'avais déjà découragé que c'était pas possible. On n'avait pas l'argent, bref, la liste était longue. Et puis après, je sais pas, 3-4 ans, à un moment donné, cette même route-là, entre Canet et Bordeaux, j'ai regardé Laurent et j'ai dit, alors ce projet, comment on fait pour le réaliser? Et ça a juste été un switch. Cette vacance-là, ça a été une ouverture d'esprit. J'ai dit, en fait, ça correspondrait à plein de choses dont on a envie de se déplacer, de découvrir, de le faire avec les enfants. On avait envie de le faire avant qu'ils aient 12 ans. Juste par facilité, c'est pas que c'est pas possible après, mais on savait que c'était des bonnes années à optimiser. Moi, j'avais envie d'un changement au niveau de mon travail. Donc, il y avait plein de facteurs qui mettaient en fait les morceaux du puzzle commençaient à se dessiner. Et j'ai changé mon discours interne et ça a été le début de ce qui est venu par la suite. C'est ce qu'on appelle pour moi, une sorte d'acceptation,
Ouais, c'est ça. Mm. Et quand on Ouais, accepte exactement. un truc, après, ça beaucoup plus facile, ça facilite beaucoup les choses. Excuse-moi, je t'ai coupé, Laurent. Non, mais et pour moi, ça a été de dire vraiment, t'es sûr, tu veux y aller, quoi. Et à partir de là, on s'est mis en mode projet, en fait. Et on a arrêté de trouver des bonnes raisons pour pas partir, parce qu'il y en a toujours plein. Et se dire, ben, on n'a pas envie d'attendre la retraite. Ça peut pas être un projet de retraite. Très honnêtement, on se retrouvait aussi peut-être de moins en moins dans la façon dont la société moderne évolue. Et nous, on aime le rapport humain, on aime le contact avec les gens, on aime la simplicité. On n'est pas matérialiste du tout. On a tellement vu ce qui se passait dans le monde que on n'a pas d'attachement particulier à un lieu. Ce qui était important pour nous, c'est de se retrouver aussi avec des personnes qu'on aime et puis pouvoir donner une perspective autre aux enfants et sortir un peu aussi de cette société d'hyperconsommation où finalement tout est un peu superficiel, quoi. Hein, Se rapprocher de la nature, le respect de l'environnement, tu vois, comment arriver à vraiment amener des changements de comportement. Ben on s'est dit, ben nous en tant qu'adultes, en tant que parents, on est responsable de ce qu'on modélise à nos enfants. Donc, si nous, on n'est pas prêt à faire les efforts aujourd'hui de consommer moins d'eau, de réfléchir à utiliser, de produire moins de déchets, de comment on achète, comment tout ça, si nous, on fait pas les pas aujourd'hui, eux vont pas développer les bonnes habitudes. Donc, autant difficile que c'est pour nous, on est dans une position où on peut bien modéliser ou au moins démontrer l'effort avec nos enfants. Et c'est toute cette démarche-là que quand je dis les morceaux du puzzle se mettent ensemble, c'était toutes les valeurs qui vraiment étaient au fond de nous, avaient envie de s'exprimer, et c'est de quelle façon est-ce que ça pouvait le mieux s'exprimer. Et en fait, c'était aussi de se dire que c'est pour nous, c'était pas une fuite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi se dire on part parce qu'on en a ras-le-bol de ce qui se passe et on va fuir ce monde-là. C'était pas ça, c'était donner encore plus de sens à notre vie en fait et justement à ce qu'on voulait inculquer aux enfants. Et pour nous ça c'est très important, c'est-à-dire que le sens qu'on a voulu donner au projet, c'est pas seulement partir pour partir. Mais c'est comme on a essayé de le formuler un peu sur notre site web au début, c'est vivre autrement, voyager autrement, éduquer autrement, être capable de travailler autrement et démontrer qu'en fait il y a vraiment des alternatives à nos modes de vie actuels et que les propres limites qu'on se fixe aussi c'est nous, quoi. Et je pense qu'à partir du moment où on donne du sens à notre projet, on est capable de pouvoir accepter tout un tas d'obstacles et tout un tas de coups durs. Parce que justement, on est sur quelque chose qui est profond, en fait. Et ça, on a passé beaucoup de temps pour vraiment bien l'articuler au début. Vraiment mettre le pourquoi est-ce qu'on part. Parce qu'en sachant que quand c'est difficile, parce que c'est tellement de changements, quand tu dis éduquer autrement, quand tu viens d'une vie t'as toujours été à l'école et t'as plutôt aimé l'école, donc t'as rien contre le système, vraiment dans le sens-là. Vivre autrement, ben on a toujours été proche des amis, de la famille, donc encore une fois c'est pas une fuite. Travailler autrement, ben j'ai toujours travaillé dans un contexte qui me plaisait, donc quand tu te poses les questions vraiment fondamentales et donc tous ces changements là viennent vraiment quand tu sais ton pourquoi, ben ça t'aide justement à passer des moments plus difficiles. Oui, donc vous avez vraiment bien travaillé le sens, le why, etc. Là, effectivement, c'est impressionnant. Parce que j'entends qu'effectivement vous aviez pas des vies qui vous déplaisaient, mais que voilà, vous avez quelque chose de plus important encore pour vous. C'était ce projet de vie, la transmission que vous vouliez vis-à-vis de vos enfants. Exactement. Exactement. Alors, du coup, c'est ce projet-là. Donc, c'était directement ce départ. C'était le voilier. C'était d'habiter sur un voilier, c'est ça, ou c'était le voilier est venu pas vraiment dans la discussion? Non, ça a été moi un peu mon acceptation. C'est pourquoi pas le voilier, parce que lui le voilier faisait tellement partie de lui que lui c'était on part en voilier. Pour moi le voilier, pardon de te couper, mais le voilier a toujours été la liberté en fait. Donc c'est le moyen de transport avec lequel tu vas pouvoir aller à l'autre bout du monde et en plus d'une façon éco-responsable aussi, où il n'y a pas besoin d'aller loin en fait. Moi, c'est toujours ce que j'ai remarqué. Tu fais
tu fais 2 heures de nav et t'arrives dans un nouvel endroit, mais tu arrives en bateau. Et donc, rien que ça, tu as une autre perspective sur les choses par rapport aux gens qui sont venus en voiture et qui sont sur la plage en face. Et ça m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours trouvé que c'était, c'était une nouvelle aventure. Puis, ça nous permettait aussi d'aller apprendre beaucoup de choses à nouveau sur le monde, sur nous-mêmes. Et pour moi, c'est un beau défi, quoi. Je crois que j'ai jamais perdu mon côté compétiteur aussi d'avant. Et c'est un beau défi de se redonner ce challenge-là à ce moment, sans savoir de quoi sera fait demain. Et quand on voit tous les gens avec les maladies, etc., on se dit, on peut pas attendre. Il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on y aille. Et puis, tant pis si ça dure 6 mois, et tant mieux si ça dure 10 ans. Et tant qu'on est tous bien dans cette vie-là, c'est ça le plus important. Et le jour où il y a quelqu'un qui commence à se sentir moins bien ou qui se retrouve pas dans son équilibre quotidien, alors bon, là on va revoir nos plans, ou alors on n'a plus d'argent, etc. Mais dans nos carrières, je pense, enfin moi qui ai toujours été indépendant, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Il y a des moments où j'ai eu de l'argent, il y a des moments où j'ai pas eu d'argent, et finalement j'ai toujours réussi à rebondir. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'à un moment, même dans une situation critique, on ne réussisse pas à rebondir, quoi. Et pour moi, le voilier, moi, j'aurais pu le faire autrement aussi. Moi, quand j'étais petite, la chose que mes parents avaient envie de faire, c'est ils ont toujours parlé de faire le tour du Canada, traverser le Canada en roulotte, en caravane. En camping-car. En camping-car, c'est ça. Donc, on avait une roulotte familiale, et puis c'était l'idée de traverser le Canada. Et, mais on l'a jamais fait. D'accord. Donc, pour moi, ça a toujours été ça n'a pas nécessairement été un manque. Je pense que c'est un peu ressurgi quand on a parlé de ce projet-là. Et moi, j'aime autant la terre que la mer. J'ai besoin de cet équilibre des deux. Donc, j'avais quelques réticences par rapport à autant tous les avantages que Laurent vient de nommer par rapport à la voile. Pour moi, il y avait aussi des fois, quand t'as la voile, tu arrives d'un pays vers un pays étranger, on te perçoit aussi d'une certaine manière quand tu arrives en voilier. Donc, parfois, le rapprochement avec la culture locale, c'est pas toujours évident parce que tu as une certaine perception avec les gens et aussi, tu n'es pas à terre. Donc, le déplacement à terre, il demande une certaine logistique. Donc, c'est un effort pour toujours un peu. Donc, tout ça pour dire que pour moi, j'aurais pu le faire autrement, mais c'était tellement naturel pour nous de le faire à la voile que c'était notre départ comme ça. D'accord. Très bien. Et du coup, alors quand vous avez pris la décision, go, on y va. Il y a eu le choix du voilier, c'est ça? Comment ça s'est passé là? Vous avez commencé à prospecter, vous étiez fiché un budget, j'imagine. Ouais, vous pouvez raconter un peu. Depuis cette idée d'arriver en France et de peut-être s'acheter un bateau, on avait déjà commencé quand il y avait des salons nautiques, on allait voir juste pour rêver. On allait juste, même pas dans l'idée de l'acheter. C'était même pas une possibilité à ce moment-là. Le rêve est déjà le premier pas vers quelque chose, hein. Exactement. Mais c'est Moi, vrai je rêve d'un voilier, donc peut-être qu'un jour. C'est ça commence comme ça. Et quand j'ai vu la photo tout à l'heure du Dailer là. Oui. Super bateau. C'est pas première fois sur un Dailer. C'est un Dailer 34 il y a 3-4 ans. Très très bon bateau. Très belle découverte. Pas un bateau de près, mais un bateau de portant, excellent bateau de portant et vraiment du bonheur. Top. Mais c'est vrai que c'était aller déjà dans les salons nautiques, c'est déjà arrivé à ce que tu veux. Dès que Lynn m'a dit, ok, comment on fait pour réaliser ça? En fait, on s'est mis en mode réduction de dette déjà, parce qu'on voulait partir, on va dire le plus sereinement possible financièrement, et puis on a essayé d'ajuster un peu nos projets professionnels sur 3 ans pour se dire comment on arrive vraiment à gagner le plus possible pour être capable de pouvoir se payer un bateau. Et en réalité, là où on a pris un risque, c'est que on n'a jamais été propriétaire.
Enfin, Lynn était au Canada, mais voilà, mais voilà, ça a été une opération blanche, mais on n'a pas d'avance financière particulière. Donc, on s'est dit, le rythme de vie que l'on a aujourd'hui en habitant dans une maison à Bordeaux et en étant locataire, il faut qu'on ait le même rythme de vie dans un bateau, sauf que là, le bateau, il sera à nous. Donc, on l'a financé avec un prêt. Et tout en réduisant nos dettes en amont, après on continue malgré tout à travailler à distance. Moi, mon métier me permet de pouvoir travailler à distance, même si on y verra peut-être tout à l'heure, mais mon activité a été quand même pas mal impactée par le Covid, plus que ce que je pensais. Et puis Lynn aussi, elle peut travailler à distance sur du mi-temps. Donc on s'est dit qu'on allait éventuellement pouvoir soutenir notre voyage de cette manière-là et finalement toujours retomber sur nos pieds avec ce mode de fonctionnement-là. Après, ça a aussi ses défis et ses challenges au quotidien. Et puis donc quand on a commencé à chercher pour le bateau, Laurent, il avait toujours un peu une idée préconçue d'un certain bateau. D'accord. Jusqu'à parce que voilà, c'était toujours son attirance un peu naturelle. Et puis moi j'ai dit il faut qu'on sorte des sentiers battus, il faut qu'on s'ouvre les champs du possible, parce qu'en fonction de notre budget, ça ne va pas rentrer. Donc si on veut partir, il faut qu'on fasse des concessions, il faut qu'on trouve tu vois, au début, on cherchait plutôt un bateau de 10 ans, avec XXX caractéristiques. Après, on est allé plutôt dans les bateaux de 30 ans, qui correspondaient un peu plus avec les caractéristiques de bateaux de long voyage en termes d'autonomie d'eau. On voulait d'énergie, habitabilité, sécurité, tout ça. On voulait vraiment un bateau de long cours. Vous aviez une taille prédéfinie, vous vouliez une taille minimum, un nombre de cabines minimum. Relatif à Laurent. Ouais, C'était on avait des critères. On avait des critères où on se dit, il y a des périodes où on sera 6 voire 7 à bord, puisque moi j'ai aussi mes 2 grandes filles qui potentiellement peuvent venir nous rejoindre. Et moi, en mesurant 2 mètres, je voulais aussi un bateau où il y ait de l'espace, où je sois pas en train de me cogner en permanence. Donc, où on ait quand même un certain confort. Et en se disant aussi que l'habitabilité intérieure est aussi importante que l'habitabilité extérieure. Parce que même si on pense qu'on vit beaucoup dehors, on vit aussi beaucoup à l'intérieur. Donc, on voulait que les pièces, les cabines pour les enfants soient assez spacieuses pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils puissent. On voulait que Laurent puisse être bien et pas penché. C'est ça, parce que il a vécu pendant longtemps. Et puis, même si on adore le bateau, mon beau-père, ça a toujours été ça. Il revenait après 2 semaines et puis il y avait toujours un torticolis. Donc, je sais ce que c'est. Je fais 1m89, mais ouais. C'est la même chose. On est d'accord. Au début, on cherchait pour un 46 pieds. On était plutôt dans le 46. Puis, Laurent, puisqu'il essayait de pousser l'enveloppe, c'était du 47. Ensuite, c'était du 50. Après ça, c'était du 52. Puis là, moi, j'ai dit stop. Non, mais après on a affiné. En fait, on a fait. On était vraiment d'accord sur l'équipement au départ, et on voulait un bateau sur lequel on ait le moins de frais possible et d'investissement à faire en termes d'équipement. Oui, donc on voulait déjà un bateau qui soit autonome et qui soit prêt pour. Et on voulait pas faire de réparation. On voulait faire le moins de gros travaux possible. Et finalement, en ayant écumé beaucoup et fait une veille, on a fait une veille pendant 2 ans sur les bateaux qui sortaient, etc. Parce que on regardait, puis sur une veille internet, un jour on a un bateau qui sort dans nos prix et 52 pieds, super bien équipé, qui était basé aux Antilles, aux Bahamas. Et là, je dis à Lynn, regarde ce bateau, quoi. Il a exactement le seul critère auquel il répondait pas, qu'on avait, nous, plutôt pour une vision confortable au mouillage, c'était les 2 barres à roues. Voilà, il avait qu'un cockpit central avec une barre à roues, qui finalement, après coup, je me dis, on est vraiment très très content parce qu'en nav, c'est hyper sécurisant.
Et je regarde ce bateau et je ne connaissais absolument pas. En fait, c'est un Dynamic 52. Et qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Et je cherche un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Parce que je connais pas du tout non plus. Et ben, c'est ça. c'est la fille Jeannot qui avait monté ce chantier en 86. Plutôt spécialisé sur des bateaux de grosses unités. Je crois pas dire de bêtises en disant que la plus petite unité était un 47 pieds, qu'il y a eu le 52, qu'il y a eu le 62, et ils sont même allés jusqu'à 70 pieds. Et le chantier a été ensuite racheté par Dufour. C'est un chantier qui était basé à La Rochelle, avec pas mal de similitudes quand les gens regardent la forme de notre bateau, ils ont l'impression de temps en temps de voir un Hamel, quoi. Donc il y a quelques similitudes à mon avis en matière de construction par rapport au Hamel, sauf que c'est pas un ketch, c'est un sloop. Et ce bateau, il a été fait à 15 unités. 17. Ouais, ou 17 unités. 17 unités, ouais, 17. simplement. Okay. Et quand on commençait à dire, on a trouvé ce bateau-là et on commençait à parler avec des vieux marins, quoi. Ils disaient super bateau, très marin, vraiment taillé pour le large, quoi, et super bateau. Et on n'a pas eu d'écho négatif du tout. D'accord. Et ce qui fait que c'était en mars 2019 qu'on l'avait vu sortir sur internet. J'ai tout de suite appelé le propriétaire. Et il nous a rappelé, vraiment super gentil. Ils étaient dans un tour du monde. Bref, il nous dit, le bateau est aux Bahamas. Nous, pour l'instant, on va rentrer plutôt pendant l'été, et soit on va aller laisser le bateau à Québec, soit on va refaire la transat retour et on va le laisser en Méditerranée, parce qu'il venait au départ de Leucate. Et donc c'était deux sites qui nous convenaient bien. Ouais, parce que excuse pour rentrer au Canada, Québec ou aller exactement où est notre bateau familial. Exactement. Et il se trouve qu'il est revenu en Méditerranée, et dès qu'il est arrivé, je suis allé voir le bateau. Et avec Lynn, on avait vu des bateaux en alu qui avaient un intérieur plutôt cosy et un peu différent. Alors toujours avec le pont panoramique, plusieurs niveaux. Enfin, on avait trouvé ça sympa par rapport à la descente casse-gueule qu'on peut avoir dans la plupart des bateaux. Puis on est un peu c'est un peu des escaliers enterré, voilà. Des escaliers normaux comme dans une maison, tu as 2-3 escaliers où tu descends un peu progressivement, donc ça change d'une descente plus et quand je suis rentré dans le bateau, j'ai dit waouh, Lynn était au Canada à ce moment-là, donc je l'avais vu tout seul, et j'ai dit non seulement j'ai eu un super bon contact avec l'ancien propriétaire, et puis le bateau me plaisait vraiment. Coup de cœur, quoi. Ouais, coup de cœur. Et puis il y en avait un second en vente en même temps qui était en Galice. Donc pour comparer, j'étais quand même allé voir le bateau en Galice, qui était aussi super bien équipé, plus peut-être pour des navigations dans les mers du sud ou plus au nord. Mais la configuration du bateau nous convenait pas. Ils avaient condamné une cabine, ils en avaient fait un atelier. Nous, on était plutôt là. Aujourd'hui, on a 4 cabines, et c'est très très bien comme ça. Et donc voilà. Puis on a opté pour celui-là. Lynn est venue à la fin de l'été, dès qu'elle est rentrée du Canada. On a sauté là-dessus, et au mois de septembre, début septembre, on faisait une offre. Et puis elle a été acceptée. On a pris possession du bateau au mois de décembre, quoi. Ouais. D'accord. Donc et vous avez fait tout ce qu'il fallait en termes de vérification, j'imagine, parce que c'est quand même un achat qui est super important, surtout si vous y habitez. Donc, là, tu me parlais d'une coque alu, c'est ça? Non, là c'est polyester. Hein. On est en polyester. Okay. Mais on s'était inspiré d'un Allure. C'était un allure. Un allure. Allure 45, je crois, qui était bien foutu. Et c'est ça. Encore une fois, c'est des bateaux qui étaient pas dans notre budget. Ouais. Donc c'était le bateau qui correspondait à la fois dans beaucoup de caractéristiques qu'on avait vues, du Hamel, du allure, de d'autres bateaux qu'on aimait bien, mais dans un budget qui était plus à notre portée. Qui était plus à notre portée. Et là, à partir du moment où on s'engage, en fait, où on fait l'offre d'achat, on rentre complètement dans l'inconnu, parce que nous, c'est vraiment le premier bateau qu'on achète. Il y a une vraie différence entre naviguer 2 ou 3 semaines chaque été
où finalement bon, il y a pas trop de soucis qui se passent et puis acheter vraiment son bateau. Donc on a eu la chance d'être bien entouré, c'est-à-dire que à Canet-en-Roussillon, on avait des amis qui déjà un très bon ami qui lui avait bossé chez Jeannot pendant des années, donc qui s'occupait de toute la livraison des bateaux, des convoyages, du service après-vente et qui avait fait tous les accastillages, etc. Donc il savait de quoi il parlait. Et on n'a jamais hésité à le solliciter pour lui dire viens voir, qu'est-ce que tu penses de ce bateau-là. On avait une amie qui était spécialisée aussi dans l'entretien et la maintenance des bateaux, donc même chose. Et puis après on a fait passer un expert. Donc on s'est dit que ça valait la peine de faire passer un expert. Moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir exactement ce qu'il fallait regarder. Les gens ont passé une journée entière sur le bateau, donc avec pas mal d'explications. Donc ça a commencé à m'éclairer, même si il faut être certain que les experts ils se couvrent en cas de pépin. Ils sont dans leur rôle aussi. Par contre, le rapport est extrêmement bien détaillé et je l'utilise encore parce qu'on connaît jamais assez son bateau. Et je l'utilise encore. Des fois, je me replonge dans le rapport d'expertise et je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils avaient noté là-dessus. Donc ça a été vraiment très très positif. Et puis après, ça nous a amené à passer à l'achat vraiment. Et on avait vu qu'il fallait qu'on fasse. On avait une révision moteur à faire qui a pas été simple, mais qui a été vraiment importante pour nous à plusieurs niveaux. Ce qui est arrivé après, c'est qu'une fois qu'on a acheté le bateau, on a pris possession à Noël 2019. Et puis, tout de suite, on l'a amené à Canet-en-Roussillon. Donc, on a eu une place à Canet-en-Roussillon. Ça fait que ça, on était chanceux. Donc, c'est là où est tout notre réseau. Donc, déjà, c'était un avantage. Et puis, 3 mois plus tard, c'était le confinement. Donc, oui, exact. Ouais. Nous, on a décidé au début, on voulait attendre que la fin de l'année scolaire. Donc, on restait à Bordeaux jusqu'à la fin de l'année scolaire. On avait payé pour une place au port pour 1 an. Donc, on s'est dit, au moins, on a la période entre septembre et décembre pour partir, où on laisse aller notre place en septembre. Et puis, puisque on a vu que le confinement, les enfants allaient plus à l'école, on a fait un confinement volontaire dans le bateau. Et ça a été l'occasion, c'était un mal pour un bien en quelque sorte, parce que ça nous a plongé dans notre projet. On a commencé à faire l'éducation des enfants sur le bateau. Et Laurent, il s'est complètement mis sur démonter le moteur. Il s'est mis donc vraiment à apprendre à connaître le bateau à sec. On a habité pendant. On a été presque 2 mois sur la zone technique tout seul à Canet parce qu'en fait, on avait réservé notre sortie d'eau entre le 13 et le 17 mars 2019. Ah oui. Et 16 mars, boum. 2019, 2020. Oui. Le 16 mars, le confinement est annoncé. Et donc, on s'est dit, de toute façon, là, on reste sur le bateau, quoi. Et on va voir si on est capable de le remettre à l'eau, pas le remettre à l'eau. Et ça nous a permis tranquillement de pouvoir passer en revue tout le moteur. On a levé le moteur avec un ami mécano, ce que j'aurais été incapable de faire. Je connaissais absolument rien en mécanique, je connais rien en électricité, les entrailles du bateau, j'y connaissais rien du tout. Et en fait, ça a été des cours accélérés. On avait prévu au départ d'aller faire des stages en mécanique. Là, j'ai eu le stage en mécanique sur mon moteur que je maîtrise parfaitement bien aujourd'hui. Depuis, alors c'est un Perkins 80 chevaux qui est placé au milieu du carré en fait, sous la table du carré. Et pour le lever, donc il faut démonter tout le carré, mais on le lève nous-mêmes. On a changé les cylinder blocks, on l'a désossé, tout ça a porté ses fruits parce que après, avec toutes les pannes et les pépins qu'on a eus, j'avoue que ces connaissances de savoir où aller fouiller ou se questionner, ça a valu la peine. Alors, je veux juste, si vous permettez, qu'on revienne parce que ça peut intéresser, je pense, les auditeurs. C'est vous achetez un bateau, donc vous avez vous avez un 52 pieds, donc j'imagine que l'expertise, quand on veut acheter son bateau, a un coût qui est proportionnel à la taille du bateau. Mais vous pouvez nous donner une idée du prix d'une expertise
détaillée comme vous avez pu l'avoir? Nous, l'expertise, alors sur un bateau qu'on a acheté 125 000 euros, le coût de l'expertise était de 1500 euros à peu près. Ça c'est par rapport au prix ou c'est par rapport à la taille du bateau qui facture non, les experts? je pense c'est par rapport à la taille du bateau. La taille du bateau, et autant que ça leur prend en fait pour passer tout en revue, quoi. Et ouais, j'imagine nous, que on a trouvé que c'était un investissement qui valait vraiment la peine. bien sûr. D'une part parce que voilà, il y a la mise sur sangle, on vérifie aussi s'il n'y a pas d'osmose, etc. Et pour moi, c'était rassurant. Voilà. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était rassurant. Si après 10 ans, j'ai suffisamment d'expérience et que je me dis bon maintenant j'en ai passé des bateaux en revue, je sais quoi regarder. Même aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas vues à l'expertise et où je mettrais peut-être plus un petit peu d'attention. Là, je verrai. Mais en tout cas, c'était vraiment rassurant pour moi. Ouais. Puis même si moi là où j'avais fait ma formation hauturière, j'avais fait avec Infonav avec Marc Hellary à La Rochelle, qui est un super formateur. Et lui était dans ses débuts aussi pour recevoir la formation pour accompagner les gens qui veulent acheter des bateaux, pas comme expertiseur, mais les accompagner vraiment dans bien aller chercher, être du côté du consommateur. D'accord. Et genre les accompagner dans cette éducation-là de quoi regarder, parce que souvent quand c'est l'achat de ton premier bateau, tu ne sais pas exactement quoi regarder. Ouais, et finalement avec le timing et le déplacement, et nous on était plutôt à Canet, ça s'est pas produit, mais en retour en arrière, je pense que c'est de l'argent bien investi, d'être bien accompagné dans l'achat de son bateau, surtout pour son premier bateau, parce que c'est vraiment dans les petits détails qui peuvent être des surprises par la suite pour des réparations, parce que si tu sauves, tu vois, un investissement de quelques mille euros au début versus une réparation de 5-10 000 après, ça se prend facilement. Donc c'est des choses que tu peux négocier aussi dans le prix d'achat. Donc c'était votre maison. C'est votre maison, hein. Donc voilà. Exactement. Donc c'est des types d'accompagnement qui, tu vois, pour les gens qui sont dans le début de ce projet-là, ça vaut la peine. Bien sûr. De se renseigner. Et alors, moi, je me pose des questions parce que j'en vois pas mal quand même sur les réseaux sociaux qui font ces changements de vie. Mais très concrètement, comment ça se passe c'est quoi votre adresse? C'est quoi quand vous allez maintenant partir? Là, vous êtes encore en Europe, donc j'imagine que les formalités pour arriver dans un port sont plutôt simples. Mais quand vous allez quitter l'Europe, vous allez devoir présenter des papiers. C'est quoi? Comment ça se passe tout ça là? Ben là on est dans les débuts, donc il y a certaines choses qu'on a fait et certaines choses qu'on se dit on les fera une fois qu'on va traverser l'Atlantique, par exemple. Au niveau des impôts, notre imposition elle est toujours en France, donc on a une adresse fiscale en France. Comment du coup, si je peux me permettre, vous avez gardé un pied-à-terre en France du coup? Non, on n'a vous pas êtes domicilié chez les parents? Ouais, on n'a pas de pied-à-terre. On est resté domicilié jusqu'à présent au port de Canet, puisqu'en fait notre bateau était là-bas. Et là, effectivement, on bascule un peu chez les parents. Alors il y a plusieurs, on voit des gens qui font différentes choses. Il y en a qui vont qui s'inscrivent auprès d'un centre social, un peu comme des sans domicile fixe en fait, pour pouvoir déclarer une adresse fiscale. Et à partir de cette adresse fiscale-là, au moins ils reçoivent leur papier, etc. Je crois qu'ils peuvent pas rester plus de 2 ans ou 3 ans sur une adresse comme ça. Donc nous effectivement on avait appelé les impôts, mais ils n'ont pas été capables de nous donner de réponse pour l'instant, parce que normalement on peut se faire domicilier fiscalement à l'adresse ou en tout cas au bureau d'enregistrement du bateau. Sur l'acte de francisation, donc au port d'attache. Donc on peut déclarer ça, mais pour l'instant, les impôts n'ont pas été capables de nous répondre. Donc c'était plus pratique de lier avec un lien familial où on a un contact et puis tout se passe bien. Donc ça, le courrier arrivera chez le courrier arrive, donc, le courrier suit. Au lieu de le retransférer, on est en toute confiance. Donc si la relation est bonne et qu'ils ont
une confiance dans l'ouverture de vos courriers et tout ça qui peuvent aussi être sensibles. Donc, c'est pas pour tout le monde. Bien sûr. Pour nous, ça posait pas de soucis. Et après, c'est vrai qu'on est à l'époque du numérique, hein, donc on a beaucoup de choses en digital aujourd'hui. Et on a essayé finalement, de réduire le plus possible. En termes de paperasserie, on perd quasiment rien, quoi. Voilà, il y a très peu de courriers qui arrivent aujourd'hui à la Bresse. Au niveau de l'assurance maladie, on a toujours. Oui, c'est ce que j'allais poser. Donc l'assurance maladie, donc on n'a pas de mutuelle. Pour l'instant, on a choisi de pas prendre de mutuelle. On s'est inscrite à la carte européenne, la carte d'assurance maladie. Carte européenne d'assurance maladie. C'est ça. Oui. Donc comme ça, on est couvert au moins là-dessus. Et puis là, on vient juste de faire nos premières démarches parce qu'avec le Laurent qui s'est fait une luxation ouverte du pouce, on a eu besoin de soins hospitaliers, de soins. Donc là, on vient de faire nos premières déclarations, puis on va voir comment ça se passe. si ça se passe comme on le souhaitait. Après, c'est quelque chose que vous aviez anticipé, ça, ou pas? Ou c'est quelque chose que, du coup, que vous découvrez sur le tard? Ou est-ce que vous s'étiez dit, comment on va faire si je tombe malade? Ou comment ça se... Non, on l'avait anticipé. Oui. On avait regardé, on avait regardé beaucoup de possibilités. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas trop de problèmes, en fait, avec la carte européenne d'assurance maladie. On fait jouer les cartes Visa premiers. Pendant les 3 premiers mois du voyage. Voilà, quand on a... c'est pendant les premières parties du voyage. C'est ça. C'est pas aller en cours, je pense que c'est 90 jours. C'est il y a 90 jours. Et puis après, on avait regardé toutes les mutuelles voyages qui existent pour les tours du mondiste, qui soient en bateau, à pied, à vélo, ou etc. Et on avait comparé les différentes offres. Et on s'est dit que bon, pour l'instant, étant donné qu'on était en Europe, l'investissement valait pas forcément la peine, surtout que on a de la chance jusqu'à présent. On a des enfants qui sont jamais malades. On est à part la traumato un peu comme ça a pu m'arriver, mais donc on a fait le choix conscient de se dire on attend un petit peu. En revanche, dès qu'on va quitter l'Europe, c'est certain que on va réfléchir vraiment à la meilleure option en termes d'assurance et mutuelle santé, même si en discutant avec des voyageurs, ils nous disent en fait dans certains pays, les soins sont tellement peu chers que ça sert pas à grand chose d'avoir une mutuelle parce que tu vas à l'hôpital, tu vas payer et puis donc c'est aussi faut trouver le juste équilibre et le juste milieu, et je pense que c'est peser le risque au début avec le rapport coût-risque à mesurer, quoi. Parce que des mutuelles qu'il faut que tu t'inscrives avant de partir en voyage, tu as des mutuelles où tu peux t'inscrire en cours de voyage, tu as des mutuelles une carence, que c'est que sur certaines zones. Il y en a qui prennent qui prennent sur une année, qui peuvent renouveler une fois, puis au bout de 2 ans c'est fini, on est obligé de changer. Donc on s'est dit qu'on allait attendre un peu et qu'on allait s'y pencher. Parce que méfiez-vous des États-Unis, quoi. Si vous allez aux États-Unis, ça pourrait être exactement. Ouais. On espère plus aller au Canada. D'accord. Et même au niveau du téléphone, on est pardon, mais c'est vrai que même au niveau du téléphone et avec nos réseaux téléphoniques, on voit que alors tant qu'on est en Europe, on a des forfaits qui sont illimités sur les appels en Europe et dans certains pays du monde. Par contre, on travaille beaucoup avec Internet, quoi. Et là, on travaille avec nos 4G, mais on s'aperçoit que ça consomme énormément. On a 100 gigas chacun. Avec inclus dans notre forfait à l'étranger, en Europe. Oui. Et en fait, on les consomme très très vite parce qu'à partir du moment où on fait de la vidéo, on est dans des visioconférences et où on travaille tous les jours sur Internet avec en plus les enfants qui eux téléchargent des choses, ça va super vite. Et peut-être que ça, finalement, on l'avait pas suffisamment anticipé par rapport à tout le reste. C'est qu'on avait une antenne Wi-Fi, on avait une antenne Wi-Fi aussi qui est en panne. Donc ça, c'était un détecteur de Wi-Fi. Donc le fait qu'on était dans le Covid, t'avais plus de petits cafés au port où tu pouvais te connecter en Wi-Fi. Donc quand il fonctionnait, quand notre réseau Wi-Fi fonctionnait, capteur de Wi-Fi, tout était fermé. C'était pendant la période Covid, tout était, donc on détectait rien.
Et puis, maintenant que les restaurants sont ouverts, notre détecteur de Wi-Fi est en panne. Donc, mais je pense que c'est un investissement là aussi intéressant pour vous, parce que dans acheter une carte SIM dans chaque pays où on va, c'est pas évident et ça peut. C'est ce qu'on a commencé à faire pour les enfants justement. D'accord. Et justement les enfants, allez-y, parlez-moi. C'est quoi leur place là dans cette aventure? Donc vous faites l'école à la maison, c'est ça? Donc la place des enfants dans l'aventure, c'est sûr qu'au début, je pense pour eux, c'était vraiment une idée qui était très très floue, l'idée de déménager sur un bateau. Donc même si on en parlait, on essayait de se projeter, on les impliquait sur se préparer le plus possible. Et puis quand on a commencé dans la période Covid, c'était vraiment une aventure parce qu'on était à sec, on était perchés. Je nous appelais la famille perchée dans une zone technique. On était vraiment la famille perchée. Et puis ça, c'était vraiment le fun parce que tout le monde vivait une situation exceptionnelle. Donc nous, on a vraiment essayé de transformer comme une aventure. Et ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Mais on a aussi, on était dans un coin où on avait des amis qu'on voyait à tous les étés. Et quand la période commençait à s'ouvrir un peu, les enfants ont tissé des liens d'amitié très forts. Donc, quand on est parti, ça a été à la fois le début d'une aventure excitante, mais ils se sont vite rendus compte de l'éloignement des amis et de la famille. Donc ça joue un tout petit peu et il y a beaucoup de transitions. C'est la vie sur un bateau au début. Ensuite, on était au port, donc on avait toujours un pied à terre. Après ça, nous c'était toutes des transitions. Donc après ça, on a transféré la vie au mouillage. Et ça a été une transition peut-être un peu difficile parce que là, c'était toute la logistique. Ils avaient pas facilement mettre un pied à terre. C'est ça. Mais je dis tout ça, ils sont super heureux et puis ils se régalent. Tu vois, c'est des petits exactement. Donc en fait moi je l'ai pas ressenti comme comme un changement radical pour eux parce que depuis qu'ils sont nés, ils viennent sur le bateau l'été. Donc ils savent ce que c'est qu'un bateau, ils savent ce que c'est que naviguer, ils savent profiter aussi du plaisir du mouillage et de la baignade, etc. Donc on va dire qu'il y a pas eu de moment de stress ou de ah non ça me plaît pas, j'ai pas envie parce que ils étaient déjà quelque part accommodés à venir sur un bateau. Je pense que le plus gros choc pour Océane, ça a été de quitter sa copine à Canet et de se retrouver uniquement avec son frère, sachant que on voit tous les jours les bienfaits aussi d'être à quatre sur le bateau. Leur relation est de plus en plus complice, ils s'amusent ensemble et ça pour nous c'est un bonheur de les voir comme ça. Donc ils ont quel âge les deux? 7 et 8. Ils ont 13 mois d'écart, ouais. Ils ont tout juste 13 mois d'écart. Donc ils sont très très proches, on dirait des jumeaux voilà. Donc pour eux c'est génial et puis on voit à quel point ils prennent leur indépendance au fur et à mesure, leurs responsabilités et c'est vraiment plaisant de les voir. Après sur la partie scolaire, alors on a 2 enfants qui sont vraiment différents. On savait que ce voyage pour Mathieu ça allait être un bain de jouvence quoi, parce que il est pas scolaire du tout. Il a toujours eu du mal à s'adapter au rythme scolaire et il avait vraiment des besoins particuliers. Et pour lui, le libérer de cette pression d'aller à l'école et de faire la course tous les matins. Mathieu, lève-toi, allez, Mathieu, il faut y aller. Mathieu, attention, le portail va fermer, tu vas être en retard, etc. Et les devoirs le soir. On voit que il a une forme de sérénité. Et à sa manière, il s'exprime et il s'épanouit bien plus que s'il était dans un cadre extrêmement normé qui finalement mettrait peut-être plus en avant ses difficultés que ses qualités. Exactement. Et tout ce qu'il peut développer de positif. Donc pour Mathieu, on voit un éveil, on voit une curiosité, on voit
toujours en questionnement, en fait. Il est constamment en questionnement dans les choses qui l'intéressent. Donc, il a le temps et l'espace pour creuser ses passions. Et pour lui, le quotidien le nourrit, en fait. Ouais. Océane, c'est un peu différent. Océane, elle était très scolaire, elle aimait l'école, Ses maîtresses, ses amis. Et pour nous, on a eu vraiment beaucoup de questions en se disant, on fait quoi? C'est le CNED, c'est l'instruction en famille, c'est un truc où on lâche peut-être encore plus prise et on fait confiance sur le fait que de toute façon ils vont apprendre par ce qui se passe au quotidien et nous on va être plutôt à leur disposition quand ils vont avoir la curiosité de faire quelque chose. Donc c'est toujours des questions qu'on se pose, hein. Mais le premier défi il est pour nous en fait, apprendre à désapprendre. Et se dire que il faut qu'on soit capable de lâcher prise d'un système qui nous rassurait à quelque chose qui est complètement nouveau. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire confiance au fait que de toute façon, ce que l'on vit les aide à s'épanouir, à grandir et à apprendre plein de choses. Et on a des manuels scolaires, on sait quels sont en fin de CE1, en fin de CE2 les attendus dans le circuit classique. Donc voilà, mais je crois que l'un des principaux défis qu'on a dans ce mode de vie, c'est retrouver un équilibre en fait, ou retrouver une routine dans la non-routine, parce qu'en fait, aucun jour ne se ressemble. Et pour des enfants, c'est pas toujours évident parce qu'ils cherchent un cas de référence. Donc, mais pour nous aussi, en fait. Pour nous aussi, parce que on se dit mince, voilà, on est dans un mouillage, il y a de la houle, le vent rentre, il faut qu'on parte, on peut pas rester mince, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et donc, ce qui est difficile, c'est ça, c'est de retrouver cette routine dans la non-routine et de se dire, il faut qu'on arrive à planifier des temps où c'est des temps d'éducation un peu plus formels pour les enfants. Et en sachant que on doit s'occuper du bateau, la logistique au quotidien est plus compliquée quand on doit aller faire les courses ou autre parce que il faut prendre l'annexe, donc ça prend un peu plus de temps et qu'on doit travailler et voilà et donc on est encore en train de trouver cet équilibre. Ouais. Exactement. Et donc vous faites pas le CNED, si je comprends bien. Pour l'instant, vous faites l'école à la maison. Vous avez vos manuels, etc. D'accord. Exactement. On suit les grands objectifs scolaires, mais on est plutôt on a une philosophie un peu plus basée sur des projets. Donc on monte des projets en fonction de leur centre d'intérêt, tout ça. Ok. Parfait. Et on essaie de les rattacher aux compétences à peu près dans là où ils sont en fonction de leur groupe d'âge. Ouais. Donc épanoui. Donc j'ai entendu un garçon introverti, une fille extravertie. C'est probablement pour ça que c'est clair, effectivement. Mais parce que j'ai la même chose à la maison, hein, pour être info. Et on voit tout de suite ce que ça peut être pour un extraverti de se retrouver plutôt isolé, et pour un introverti ça va être le bonheur, effectivement. J'imagine en tout cas. Ok. Et donc vous travaillez tous les deux. Oui. Vous avez un travail en remote. Et donc là aussi, mais donc du coup, vous êtes complètement libre de vos horaires. Il n'y a pas une contrainte d'être au bureau à telle heure pour répondre à des questions clients, etc. D'accord. Exactement. Il y a des réunions parfois, donc il y a des réunions. D'accord. Mais c'est pas régulier. Et une grande partie du temps, on est libre de nos propres horaires. Ouais, on est très privilégiés pour ça, hein, et on arrive. Alors. C'est un peu plus difficile pour Lynn qui a été toujours dans un système de salariat. Pour moi, c'est beaucoup plus naturel parce que depuis le début, s'il faut que je me travaille, j'ai des idées qui viennent à 3 heures du matin, je vais travailler à 3 heures du matin, puis je peux travailler le matin très tôt et après ma journée, je suis plutôt avec les enfants ou je fais autre chose ou je m'occupe du bateau. Donc j'ai là-dessus, j'ai moins besoin de temps d'adaptation que Lynn pour ça. Néanmoins, il faut qu'on délivre quand même, hein. Il y a des journées où on bosse en terrasse dans le cockpit, mais on met pas beaucoup les pieds dans l'eau. Et voilà, donc on disait, on en parlait encore hier, que finalement l'avantage de cette vie-là, c'est qu'on se redonne le privilège de la lenteur et du temps. C'est-à-dire qu'on vit d'une façon beaucoup plus naturelle, sur des rythmes beaucoup plus naturels. Et au rythme de chacun et de la famille. Donc, on peut être plus respectueux, comme on n'a pas besoin, les enfants se réveillent à l'heure qu'ils veulent le matin.
On n'a pas d'alarme, donc c'est des réveils qui sont plus naturels. Donc les enfants, ils peuvent venir dans le lit, c'est des câlins. Tu peux profiter de ces moments-là, même si nous on est peut-être debout depuis 2 heures en train de travailler. Ben la journée parce que même avec un collègue, il dit mais comment tu fais pour gérer toute ta journée? Et moi souvent là aujourd'hui je travaille avec le Canada, donc j'ai un décalage horaire qui peut varier entre 5 heures ou 9 heures. Donc, je peux travailler à 10 heures le soir. Il dit, mais comment tu fais pour travailler à 10 heures le soir? Je dis, ben, si j'ai travaillé 2 heures, si j'ai travaillé de 7 à 9, et ensuite, et moi, je suis à mi-temps, donc c'est à peu près 4 heures dans ma journée, ou globalement, ensuite, tu répartis dans la semaine. Et puis, le reste de la journée, ben, j'ai travaillé avec les enfants, on a fait des activités, on est allé se balader. Ben, revenir et faire une réunion à 10 heures le soir, c'est pas si mal que ça. Tu vois, parce que tu te ressources différemment. Donc, la notion du temps, la répartition du temps dans une journée est bien différente. Et après, c'est vrai que les enfants, on s'aperçoit que même dans ce rythme un peu moins contraint, ben, Mathieu, il est debout tous les matins à 7 heures. Ah oui. Océane, elle est debout à maximum c'est 8 heures, quoi. Voilà, donc ils restent quand même, ils sont pas en train de se dire je me lève à 10h30 ou à 11h, c'est-à-dire que non, ils occupent pleinement leur journée et du coup ça nous donne des journées entières vraiment avec dont on peut profiter et j'avoue que ce serait quand même un peu gênant si on les voyait se réveiller tous les matins à 10h parce que là ils seraient vraiment dans un rythme. Bon, attends, pas encore des ados. Tu vas faire quoi de tes journées, quoi. Voilà, d'ados et pas encore, ça va venir. Pas encore. Ça va venir. Oui et non, parce qu'en fait, il y a tellement à faire et on voit comment ils profitent aussi des plaisirs là. Océane, le matin, elle a envie de prendre la planche de paddle et puis d'aller faire du paddle, tourner autour du bateau, le premier bain, voilà, puis et la journée s'enchaîne après, quoi. Vous êtes tellement dans un autre univers qu'on connaît tous, nous qui sommes terriens et voilà, qu'effectivement on ne sait pas comment ça va se passer à l'adolescence pour les vôtres, parce que ça c'est pas. Ils sont complètement dans un autre univers que les nôtres et du coup, probablement ça va être intéressant de. Je referai un podcast si ça existe encore. Je referai un podcast quand ils seront ados. Et moi, nous, on est curieux de voir. Ouais, bah oui, bien sûr, j'imagine. Et est-ce que vous pensez que finalement, ce coronavirus qui a tout bouleversé dans les modes de travail vous a créé des opportunités, justement, de vous qui travaillez maintenant en nomade complet? Est-ce que vous pensez que le coronavirus vous a aidé ou vous auriez pu trouver vos jobs que vous faites actuellement, même sans difficulté particulière? Nous, au niveau de l'impact, ça a peut-être été plus négatif que positif. C'était plutôt négatif. Ça a été plus négatif parce que juste dans le domaine dans lequel on travaille, ça a été plus un repli sur soi que des investissements, donc moins de clients, des choses comme ça. D'accord. Mais par rapport à la mentalité, nous, on était déjà dans un cheminement vers le télétravail. On était dans un cheminement de s'auto-confiner dans un petit espace. Donc, ce cheminement-là, quand le COVID est arrivé, nous, on était prêts à l'affronter. Parce que psychologiquement, on s'était préparé pour ces mêmes facteurs-là, d'être 4 dans un petit espace où il faut équilibrer travail et école avec les enfants. Donc le cheminement, on l'a vécu différemment. On était prêt, donc on était un petit peu plus équipé, même si on n'était pas complètement équipé. Au moins, on le voyait. C'est un auto-confinement. Donc, tu es plus à la recherche de solutions et comment créer. Parce que les enfants, ils déteignent de toi. Donc, ton attitude dans une certaine situation, si toi tu le vis d'une façon stressante, ils ont plus de chances à être stressés. Donc, ils ressentent tes émotions. Donc, nous, le COVID a été plus, on était un peu plus prêts pour faire face à ce nouveau mode de vie là. Après, on essaie aussi on s'est dit que ce genre de voyage, en fait, ce genre d'aventure, il faut aussi les faire partager, quoi. Et on avait déjà dans l'idée de se dire comment on peut finalement essayer aussi de maintenir notre capacité à voyager en partageant ce que l'on fait et en essayant que notre expérience puisse servir à d'autres. Et on avait déjà ça en tête, sans savoir trop comment le faire.
après 18 mois, puisque ça fait quand même 18 mois maintenant qu'on est réellement lancé dans le projet, même si on est parti officiellement du port depuis 6 mois, on entrevoit la manière de le faire et on est en train on a beaucoup de gens au travers de nos vidéos YouTube qui, même si on est encore très très humble sur le nombre d'abonnés que l'on a, hein, mais par rapport à d'autres, mais on a beaucoup de gens qui apprécient à la fois notre sincérité, notre transparence et en fait le fait qu'on aille au-delà de la carte postale, quoi. Très souvent, ce qu'on voit, c'est effectivement des photos inspirantes et autres, et on voit pas le côté caché de ce que représente ce mode de vie. Quand on discute avec d'autres familles qui voyagent comme ça, qu'on a commencé à rencontrer, ou des jeunes couples, ils ont tous les mêmes défis. Comment je trouve mon équilibre dans cette nouvelle vie, etc. Et puis les galères de la météo et les galères des bateaux, etc. Donc, en fait, on veut essayer aussi de partager ça et on est en train de développer un club World Tour Adventures pour accompagner les gens, et là c'est mettre en lien en fait notre voyage avec notre passion pour le coaching et la volonté d'accompagner et d'outiller les gens. On est en train d'en faire aujourd'hui un nouveau métier, peut-être aussi, qui on l'espère pourra nous permettre de prendre le relais et d'aller coacher et accompagner les gens qui veulent le faire en proposant des fiches techniques, en proposant des conseils d'experts, en proposant des capsules vidéo un peu thématiques, en proposant à des gens de venir en immersion avec nous pendant une semaine pour vraiment de se rendre compte de ce que c'est là. Puis on vient pas à l'hôtel 5 étoiles, mais vous voulez vous plonger dedans, vous n'êtes pas encore sûr de ce que ça représente de partir au long cours en bateau, venez avec nous, et puis en même temps on va vous aider à planifier votre projet et à mettre le doigt sur des choses qui peuvent être sensibles et qui peuvent vous tomber dessus si vous ne les avez pas anticipées. Et comme un truc tout simple, hein, on le disait en rigolant l'autre jour, mais vous voulez partir en couple ou en famille en bateau au long cours, vous êtes sûr que votre couple est solide parce que ça peut faire de gros dégâts, quoi. Et tiny, hein. Et rien dans un espace comme ça, oui. Et et rien que ces questions-là, voilà. Donc en amenant un peu d'humour, en dédramatisant aussi les choses, mais en faisant prendre conscience de la réalité. On s'est aperçu qu'en fait, il y a personne qui le fait aujourd'hui. Et donc on est en train de lancer ça là pour début juillet, le club World Tour Adventures. Et ça peut nous permettre de continuer à travailler justement en tant que nomades. Et peut-être même à mieux nous équilibrer nous, puisque finalement c'est notre quotidien qui va nous inspirer ce que l'on peut partager, quoi. Profitez-en. Alors c'est quoi le World Club, le World Tour Adventure Club là, on va devoir s'inscrire, on va devoir allez-y, décrivez-nous un peu le. À partir de notre site web, on a créé un onglet, hein, donc club World Tour Adventures, et les gens vont pouvoir. On a 3 formules aujourd'hui, 3 offres en fait, hein, qu'on propose. Il y a une première offre qui va être du membership, donc les gens vont s'abonner pour pouvoir recevoir toutes les semaines justement des conseils, des fiches thématiques, etc. avec 2 niveaux de membership, un niveau on va dire un niveau junior et puis un niveau un peu plus élevé pour ceux qui sont vraiment lancés dans un projet et qui veulent avancer. On a une deuxième offre qui va être du coaching un peu thématique, par exemple personnalisé. On a personnalisé parce que on a des gens qui nous disent 90% des gens qui nous suivent sont des hommes. D'accord. Et en fait, ils essaient ils disent moi j'ai le même projet, mais faut que j'arrive à convaincre ma femme ou mon ami, etc. Et comment je l'implique, son conjoint ou sa conjointe. Et rien que ça, c'est une thématique en fait. Puis il y a une deuxième thématique. Le plus gros challenge, on va dire. Comment j'affronte mes peurs, quoi. C'est le plus gros challenge de convaincre l'autre. Exactement. Puis c'est là où, pour moi, tu as utilisé le mot convaincre, mais c'est comment embarquer quelqu'un. Parce que convaincre quelqu'un, tu vas jamais convaincre quelqu'un. Mais si tu arrives à les embarquer, à les rendre enthousiastes, parce que moi, mon déclic, ça a été le fait que moi, j'ai vu qu'il y avait du sens pour moi. C'était pas son projet. Parce que si lui essayait de me convaincre à s'embarquer dans son projet,
il y avait des fortes chances que j'allais être misérable. Parce qu'avec toutes les difficultés qu'on a eues, ça aurait juste été des raisons pour moi. Tu vois, je t'ai dit. Tu vois, je t'ai dit que ça marcherait pas. Tu vois, je t'ai dit que c'était juste la preuve qui démontre tous les doutes que j'avais. Donc, comment embarquer quelqu'un, pour moi, a été la différence psychologiquement pour vraiment être actrice de la construction de notre projet. Et je pense on est loin d'être les seuls à vivre ce cheminement-là. Et je pense on gère plein de trucs. On gère des peurs, des a priori, la peur du manque financier, la peur du manque de passer à côté pour nos enfants, c'est normal, toutes ces choses-là. Mais c'est pas parce qu'on les ressent qu'on n'est pas capable de passer par-dessus. La peur de la carrière professionnelle, etc. L'identité, tu vois, la peur de son identité parce qu'on change d'univers. Donc, c'est des choses qui peuvent se travailler si quelqu'un a vraiment la volonté de vouloir le faire. Et on en vient au sens, en fait, bien sûr. Du projet. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de bâtir, c'est qu'on est capable, avec Lynn, finalement de capitaliser sur ce que l'on a fait un peu dans nos vies antérieures. Moi en tant que sportif ou en tant qu'entrepreneur, Lynn pour avoir été dans des camps de réfugiés en Afrique, etc. Et on met un peu tout ça ensemble. En étant manager aussi, j'ai géré des équipes. En étant manager, coach. Donc c'est relié aussi le monde du travail au monde familial. Donc le leadership d'un manager, pour moi, c'est le même leadership que des parents ont au sein de leur famille. Donc, tu retrouves le positif, la valorisation, tout ça, on retrouve les mêmes enjeux et tu peux vivre sous un même toit et avoir beaucoup de difficultés avec un enfant ou parce que tu vis que des frustrations. Ben, tu fais exactement la même chose dans un milieu de travail. Tu choisis pas tes parents, tu choisis pas tes enfants. Donc, comment est-ce que tu fais pour travailler cette unité de couple, de famille, pour que tout le monde puisse trouver sa place et être bien. Donc, on est très complémentaires. On est un peu yin-yang, donc c'est chouette aussi de pouvoir construire ça en couple, Alors, et le troisième, voilà, c'est ce que j'allais venir. Le troisième aspect, c'est juste cette semaine en immersion, donc où les gens vont pouvoir venir. Et c'est intéressant de voir qu'on l'a pas encore lancé, qu'on a déjà des gens qui nous disent, à nous, oui, on veut venir à telle période parce qu'effectivement, on a ce projet dans 3-4 ans et on veut commencer déjà à planifier. Et donc voilà, c'est un nouveau défi, mais c'est pas anodin parce que finalement c'est une période on est dans la conduite du changement et dans la conduite du changement on s'est aperçu, et moi je l'ai vu aussi en tant qu'ancien sportif de haut niveau, mais on passe toujours par plusieurs phases. Je passe dans tous les projets et on a la première phase qui est la phase du rêve où là on idéalise un peu tout et ça nous booste et ça nous donne une énergie colossale. Et puis il y a des gens qui vont jamais franchir cette phase du rêve parce que justement il y a trop d'inhibition derrière ou trop de peur. Donc nous on veut essayer d'accompagner au travers de différentes phases, la phase du rêve, la phase du plan, la phase du doute, parce qu'une fois qu'on commence notre voyage, on se pose toujours la question de savoir avec les difficultés qu'on rencontre, le temps d'adaptation, mais pourquoi je suis là quoi, et est-ce que j'ai fait le bon choix? Puis après, on arrive sur la phase de transformation où on prend de plus en plus ses marques et enfin la phase d'épanouissement où on se dit j'aurais vraiment eu tort de pas y aller quoi. Et en fait, on retrouve ça et c'est un cercle vertueux un peu, c'est cyclique quoi. Et il y a aussi la colère dans le changement, parce qu'il y a des moments où vous êtes en colère. Oui, Ouais, effectivement. absolument. Ok. Absolument. Bon. Et la colère qui traduit parfois aussi une certaine limite quoi, de se dire mince, c'est un truc que je maîtrise pas et donc j'ai tendance à perdre un peu mes nerfs là-dessus quoi. Ok. Bah, c'est super ce que vous me dites. Merci beaucoup. C'est vraiment, je pense, ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, à vouloir probablement creuser un peu plus leur idée. Et écoutez,
ils sauront à qui s'adresser. C'est génial. Maintenant, je voulais un peu aborder avec vous le côté plus navigation. Donc, comme on est dans de la voile, hein, là, vous êtes actuellement dans les Baléares, hein, si je me trompe pas. Ouais. Oui, on est près de Palma, voilà. À Majorque. Ouais, voilà. C'est marrant parce que le premier podcast que j'ai réalisé, c'était avec un ami et collègue qui était aussi dans ce coin-là il y a pas très longtemps. Ok. Comment vous faites donc pour choisir votre prochaine destination? Voilà. Comment vous avez dit maintenant on va aller aux Baléares? Comment vous faites? Alors, tu commences ou je commence? Je peux commencer. Allez, alors, au début, quand on est parti, ça a été ce qui était compliqué, c'était marier la fenêtre météo avec le COVID et là où on voulait aller. C'était très 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 complexe. Donc il a fallu vite un peu lâcher prise pour faire un peu ces choix-là. Donc on a eu une première mésaventure. On voulait venir aux Baléares, donc on est parti pour venir aux Baléares. On a eu une mésaventure qui nous a ramenés à Palamos, qui est juste près de sur la côte sur la côte, la frontale, la côte catalane, à peu près à 100 km au-dessus de Barcelone. Ouais. Et ensuite, puisqu'on a vécu une mésaventure, il fallait un peu rebâtir la confiance avec l'équipage. Donc, on s'est dit vraiment, on commence avec des courtes sorties, des petites sorties, 3 heures maximum, avec vraiment la meilleure fenêtre météo possible. Donc, pas beaucoup de gîtes, où les enfants peuvent être bien, où moi aussi, je peux un peu retrouver ma confiance. Et donc, on a fait un petit saut à Blanes, un petit saut vers Barcelone. Et là, avec le COVID, il fallait vraiment qu'on prenne la décision. Soit on va vers le sud de l'Espagne, où on savait il y avait beaucoup plus de chances d'avoir des familles qui naviguaient. Donc, le lien avec les familles, c'est hyper important pour nous. Et probablement que ça, c'est un facteur plus important même que la destination. On est prêt à choisir la destination si on sait qu'il y a des familles qu'on peut rencontrer. Donc, et comment vous savez qu'il y a des familles là du coup? Comment vous saviez que on est sur des réseaux sociaux, il y a des pages Facebook, il y a une page sur les familles autour du monde, les familles francophones en voilier, il y en a différents. Tu mets les mots-clés famille, voilier, francophone sur votre site, vous avez fait un petit inventaire de ça ou les gens pourraient retrouver ça sur votre site Non, mais c'est sur notre liste de choses à faire dans le membership. D'accord. Bon, voilà. Justement, ça devient des ressources pour donner un peu toutes nos astuces qu'on apprend au fur et à mesure. Donc puisqu'on est bilingue aussi, nous on s'ouvre vraiment vers d'autres. Donc moi je fais autant de recherches en anglais qu'en français parce que ça t'ouvre à beaucoup plus de rencontres. Et donc on a trouvé un site qui s'appelait No Foreign Lands. Donc c'est foreign comme étranger. Et il y a des groupes par exemple que tu peux te relier et dire families with kids, donc c'est des familles avec des enfants. Donc tout de suite les voiliers ont un code GPS, donc tu vois qui est au Baléares, qui est à peu près dans ta zone de navigation. Et moi j'avais regardé tout autour des Baléares, j'avais vu qu'il y en avait une famille au nord. Donc Laurent voulait venir au Baléares, donc moi j'ai dit on va au nord. Donc on est arrivé dans la zone de Poyensa Alcudia et finalement la famille que j'avais trouvée, ils changeaient un peu de mode de vie, ils devenaient un peu terriens, ils finissaient un peu leur voyage. Donc on n'a pas trop tissé de lien avec eux, mais on en a rencontré une autre qui était une famille russe avec 2 jeunes enfants qui commençaient à apprendre l'anglais. Et donc Mathieu et Océane, ça juste été un point de motivation pour apprendre leur anglais. On a un téléphone avec une application où t'as une traduction vocale. Donc on a dit en cas de doute, vous utilisez l'application pour parler. Et puis ils se sont fait 2 chouettes petits copains russes. Donc ça a été le début et c'est là où ça a changé vraiment nos critères pour répondre à ta question de comment choisir une destination. On cherche un peu où sont les familles. On crée des liens où on dit on a envie de se rencontrer. Et ensuite, on laisse aussi des fois c'est la météo qui dicte. On voulait aller, quand on était à la Minorque, on voulait aller près de Ciutadella. Et la météo nous a amené plutôt à Adaia, qui était sur la côte nord. Et on a passé 2 mois extraordinaires à Adaia, qui était un petit fjord, un petit village de pêcheurs qu'on n'aurait jamais pensé à rater. Donc, pour nous, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage.
et on se laisse emporter par la météo, on se laisse emporter par la situation et surtout par la rencontre des familles. On a appris qu'il y avait le meilleur plan en bateau, c'est de pas avoir de plan en fait. Et c'est là j'en reviens au privilège un peu du temps, c'est-à-dire que et on s'en rend contrairement à des familles qui se disent nous on a 3 ans et pendant 3 ans, il faut qu'on fasse ce parcours-là. Ouais. Et du coup, ils sont toujours peut-être un peu en train de courir après le temps pour se dire je veux absolument aller là ou je veux absolument aller là c'est un autre projet. Ça peut créer c'est un autre projet. C'est un autre projet, mais il faut savoir que quand tu es pris par un itinéraire, donc s'il y a quelqu'un qui vient te rencontrer ou à chaque fois que tu es obligé d'arriver à telle date, souvent c'est comme ça qu'on a des problèmes ou qu'on a quelque chose parce qu'on est forcé, on fait des choix qu'on ne ferait peut-être pas normalement. Donc c'est vrai que nous on a ce privilège de pouvoir se dire de toute façon si on reste 2 mois ou 3 mois là et qu'on y est bien, on y reste et puis on va créer des attaches. Mais globalement, il y a un triptyque qui nous guide un peu sur nos choix de destination. Le premier, c'est le côté exotique, c'est que on préfère quand même être les pieds dans l'eau aux Baléares plutôt qu'en Norvège ou en Islande, même si ça peut être très joli, mais pour l'instant, mais c'est un peu plus froid pour le moment. Donc c'est vrai que ce côté exotique est plutôt important pour nous. La deuxième chose, c'est les familles, parce que on veut des rencontres. Donc et on veut pas que des rencontres avec d'ailleurs des navigateurs, on veut des rencontres aussi avec des locaux. Là le Covid est venu un peu perturber les choses, mais nous la richesse qu'on veut apporter aux enfants, c'est la rencontre avec des gens qui viennent d'autres cultures et qui sont différents. Même si dans les mouillages, on a des gens qui sont de toutes les nationalités et c'est déjà génial de les voir interagir comme ça. Mais c'est le deuxième chose qui nous guide et puis troisième chose, c'est l'économique. Et le budget, c'est certain que si on doit aller dans un port, on va quand même regarder avec notre taille de bateau ce que ça va nous coûter en fonction de la saison, etc. Et voilà. Après, il y a des routes toutes tracées. Évidemment, quand on veut traverser l'Atlantique, le chemin, il est tracé à peu de choses près. Donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'on s'aligne sur ces routes-là. Cette année, on avait plutôt prévu de faire un tour de Méditerranée. Et le Covid en a décidé autrement, c'est-à-dire qu'on voulait faire les Baléares, donc on est parti le 30 décembre, on voulait être aux Baléares à peu près jusqu'à mi-mars, fin mars, et puis ensuite traverser pour aller Sardaigne, Sicile, Malte, Héraclion, les îles grecques, et puis revenir, ce qui faisait une boucle à peu près de 4000 milles. Et puis finalement, avec le Covid, on s'est aperçu que c'était compliqué. On n'avait pas envie non plus de faire en sorte que les enfants se retrouvent avec la contrainte de devoir faire des tests PCR à chaque fois. Enfin, et mine de rien, c'est aussi un budget, test PCR. En France, on les paie pas, en tout cas pas directement. En Espagne, un test PCR, c'était au moment où on est parti entre 100 et 120 € le test. Donc nous en famille, on en a fait un, ça nous a coûté 400 € quoi. Donc donc ça devient tout de suite un budget et c'est la raison pour laquelle on s'est dit on va rester aux Baléares. Ici on est bien, on sait que on a des chances de rencontrer peut-être plus de familles et puis on sera dans un environnement où il y a plein de choses à découvrir et je pense que là-dessus on a fait le bon choix. Pour la suite, on a 2 options, soit on reste encore 1 an de plus en Méditerranée pour vraiment profiter. Soit ce qui est le plan initial, on traverse plutôt l'Atlantique, on passe 4-5 mois dans l'arc antillais et puis après on remonte au Canada pour fuir la saison cyclonique et puis aller retrouver la famille. D'accord. Donc il y a quand même vous mettez pas du tout de pression parce que vous avez la météo, vous avez rencontré des familles, etc. Mais il y a quand même l'idée de pas rester sur un spot trop longtemps. Enfin, donc il y a quand même l'idée d'un tour du monde ou peut-être pas tour du monde, mais Oui, puis quand tu rencontres des gens, tu as une puce à l'oreille par rapport à d'autres destinations. Comme là ici à Santa Ponsa, on vient de rencontrer 5 bateaux qui étaient tous à Almerimar ensemble. D'accord. Donc, ils se sont tous trouvés aléatoirement ici quelques mois plus tard. Donc, tu retrouves aussi où sont un peu les regroupements et puis ça peut te motiver pour changer de destination, pour aller sur un lieu versus un autre. Donc, on se laisse plutôt les portes ouvertes par rapport à ça. Alors, la météo, justement, c'est quoi vos critères
À quel moment vous vous dites là on part pas parce que c'est quoi? C'est la force du vent, c'est la houle, c'est quoi vos critères là? En Méditerranée. C'est compliqué. En Méditerranée, c'est compliqué. Ouais. D'une part, on regarde à chaque fois qu'on prend la météo en Méditerranée, on parle. Et la force du vent en Méditerranée, on prend sous rafale et on rajoute 10 nœuds. Ah, Comme carrément. ça, Okay. on est plutôt tranquille. Ça, vous avez dans le safe. Ouais. Du coup, ça vous doit vous limiter un peu, non? Non, Non, mais on perçoit qu'en réalité, ils annoncent pas de vent, on va se retrouver avec 15 nœuds, et puis ils annoncent 20 nœuds, on peut retrouver 40, quoi. Donc on est assez vigilant là-dessus, c'est surtout pour le confort, ouais, mais on vient de passer surtout la période hivernale. Donc il y avait beaucoup plus de vent que pas de vent. Donc on a choisi plutôt vers la prudence que. Ouais, puis c'était le golfe du Lion, mais c'est vrai que quand on est parti, notre première traversée, on avait pris une fenêtre météo, on avait croisé tous les fichiers possibles et imaginables. On avait nos amis justement qui avaient regardé les fichiers avec nous, ils disaient non, c'est bon, ça va le faire, il y a pas de. Ils annonçaient 20 nœuds, 20 nœuds, un passage pendant 4-5 heures à 28 nœuds en rafale. On est parti à minuit et demi. On aurait dû arriver à minuit et demi le 30 décembre. Oui. On aurait dû arriver le 1er janvier à Al Qudiyya vers 8 heures du matin. Et on avait une fenêtre qu'on guettait déjà depuis un moment et on avait croisé vraiment différents modèles. Il n'y avait aucun modèle qui était alarmiste. Et on s'est retrouvé 24 heures en pleine tempête avec des vents à 45 nœuds, 4 à 5 mètres de creux. Et voilà. Et donc, pour une première nave, c'est ce que disait Lynn tout à l'heure, il a fallu après qu'on redonne confiance à l'équipage. D'un côté, ça nous a vraiment donné confiance dans le bateau parce que le bateau, il a super bien tenu, mais on a eu plein de péripéties, comme si le destin voulait nous mettre à l'épreuve en disant vous êtes bien sûr que vous voulez partir comme ça, quoi, et que vous voulez mener cette vie-là. Donc c'est vrai qu'en fichier météo, on est. Si vous voulez lire l'histoire en plus long, parce que c'est une très longue histoire, mais c'est très 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 captivant. Vous allez sur le site internet de World Trade Ventures et vous regardez la première tempête. Je pense à peu près comme ça que ça s'appelle. Première traversée, première tempête. Ouais, c'est du suspense. Elle est bien décrite, a priori. Mais voilà, c'est vrai qu'en Méditerranée, on regarde plutôt les vents en rafale. Et moi, je fais très attention à alors ouais, la houle, ou plutôt j'élargis souvent la carte en regardant d'où viennent les vents les plus forts et est-ce que la houle peut être cassée ou pas. Et à partir de là, après on ajuste. Quand on fait du côtier comme ça, là, on fait le tour de l'île, c'est plutôt c'est confort, il y a pas de souci. Mais sur des traversées, c'est plutôt comme ça qu'on gère les choses, en sachant que là au Baléares, il y a aussi des effets Venturi entre Minorque, Majorque. On l'a vu quand on est allé à Minorque. À Minorque, on a fait une super belle nave, mais on est arrivé, c'était un peu plus agité, donc ça a changé nos plans. On est allé se mettre sur la côte sous le vent, et puis finalement, ça a été une super belle surprise aussi et une belle découverte, quoi. Mais voilà, donc ça c'est au niveau du vent et au niveau de la houle. Et puis après, on a différents fichiers. La plupart du temps, on utilise Windy. On a un abonnement à Windy, et puis à Windy, il y a les différents modèles météo qu'on peut croiser. Arome, GFS et tout ça. Exactement. Ouais. Donc voilà, on croise ces fichiers-là. Ça a souvent été fiable quand même dans l'ensemble. Ouais. Ok, très bien. Du coup, si vous aviez une expérience que vous avez préférée, ce serait laquelle et pourquoi? Quelle expérience on a le plus préféré? C'est vraiment plus c'est récemment. Récemment, on peut profiter. J'avoue que entre janvier et même pour faire le tour pour aller à Minorque, ça a été chaud selon mes standards.
pour même pour, tu vois, on n'a pas pu faire tout le tour de l'île parce qu'il y avait toujours trop de vent ou c'était trop, donc on voulait pas trop oser. Donc vraiment, là on profite. Là, on est au mouillage où on peut rester 1 semaine, 2 semaines. On a croisé des gens qu'on se suivait sur les réseaux sociaux depuis 1 an, depuis qu'on a chacun commencé c'est avec Nomad Citizen. Ils ont une petite fille de 3 ans où les enfants, tu vois, ils se croisent, on se partage entre les parents. Eux autres s'occupent, ils font une activité, pâte à modeler l'après-midi. Ensuite, nous, on fait sport sur la plage. Après ça, donc on a rencontré une petite fille allemande. Donc, c'est vraiment une petite communauté qui se crée. Des jeunes couples, des couples de retraités qui deviennent un peu nos papis-mamies. Donc, on crée cet univers qu'on avait un peu avant à terre. On le retrouve un peu ici. Les enfants sont bien. Ils sont beaucoup plus motivés pour faire un peu plus d'école, tu vois, traditionnelle, dans le sens où on essaie d'ancrer leurs apprentissages. Parce que ils savent que après, ben ils vont aller jouer avec des amis ou ils vont faire des recettes. Tu vois, l'autre jour on a fait des recettes. Océane a dit, est-ce qu'on peut faire le tour du mouillage et on peut aller offrir des biscuits à tout le monde? J'ai dit, ben oui, Océane, allez, on va dans l'annexe, on fait le tour du mouillage. Tu peux croire qu'on se fait des amis. Ah, c'est sympa. Ouais, d'accord. Donc là, pour moi, c'est vraiment, et les navigations, c'est ce dernier mois, surtout dans le sud, on a pu vraiment s'en profiter. C'est des belles navigations de jour où on a eu du bon vent. Donc là, je trouve qu'on commence vraiment à en profiter. Ouais, moi je peux pas te donner de moment non plus vraiment préféré parce que en fait c'est un ensemble. Je pense qu'il y a à la fois le plaisir de connecter avec des gens et de constater chaque jour la solidarité qu'il peut y avoir entre les gens de mer, quoi. Et on le voit tout le temps. Enfin, on est allé chercher des annexes. Il y en a un qui a un problème de moteur. Voilà, on est là les uns pour les autres. Et ça, moi, je trouve ça bien. Mais ce qui me marque le plus quelque part, c'est cette contemplation de la nature tous les jours. D'accord. Je me lève le matin. Je suis émerveillé et je m'assois dans mon cockpit le soir et je suis émerveillé par les couchers de soleil, par tout ça et tout ce que ça peut nous donner, quoi. Et je m'en lasse pas. Et ça pour moi c'est les moments préférés. On était à un moment dans une cale à Mondrago dans l'est de Majorque, près du parc naturel. Puis on était 2 bateaux au mouillage, nos amis allemands et nous, et dans l'eau cristalline, et puis arrive le soir à 9h30, il y a plus un bruit, puis j'entends 2 dauphins qui viennent passer sous le bateau, qui font 3 tours du bateau, et dans la pénombre, et on se dit non mais franchement, je comprends tout à fait. Ouais. Ça pour moi c'est cette contemplation de la nature et qui nous donne encore plus envie de la protéger, quoi, et de l'aimer. Ouais. Bon. Celle que vous avez moins aimée, j'ai peut-être mon idée, c'est une première traversée sous 45 nœuds, un peu compliqué. Ouais, ça c'était vraiment le fond du fond, ça. On a commencé au fond pour ensuite remonter progressivement. Mais moi, je vous tire mon chapeau parce qu'effectivement, c'est ce type d'expérience qui aurait pu vous faire drôlement douter et vous dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quoi. Mais là, vous vous êtes dit bon, c'est bon, on va y retourner doucement, par palier et tout. Donc ça, c'était vraiment la bonne approche, effectivement. Ben en fait, je vais paraître complètement maso là-dessus, mais pour moi, c'est pas nécessairement un moment que j'ai le moins aimé. C'est un moment difficile, mais en fait, quand je le regarde avec du recul, la manière dont on l'a géré, parce que c'est un enchaînement de trucs, hein. C'est Murphy, hein. C'est un enchaînement de trucs où on se dit bon voilà, mais on gère les problèmes les uns après les autres,
Et moi, je me dis qu'à l'arrivée, c'est une vraie satisfaction parce que malgré les éléments déchaînés, malgré le fait que, pour la petite histoire, on a perdu notre ancre, l'encre a été arrachée par les déferlantes, pendant 24 heures, on a navigué avec l'encre et 90 mètres de chaîne au fond de l'eau quand même. Sans le savoir. Sans le savoir. Donc, dans 40 nœuds, on avançait à 2 nœuds et demi. J'ai démarré le moteur, alors qu'elle était sécurisée et autres, et que je suis allé 3 fois en pleine nuit dans la plage avant, dans les déferlantes, à se faire bastonner. On avait les vagues qui arrivaient entre la baume et la première barre de flèche, quoi. Mais jamais que tu penses à regarder et ce serait un Atlantique, on aurait 12-15 secondes de fréquence de vague. Ma foi, ça passe. Là, on avait toutes les 5-6 secondes, ça nous tombait dessus, quoi. Et en fait, derrière, on a eu un problème de moteur parce que j'avais rempli ma cuve. J'avais des impuretés qui étaient remontées, qui m'avaient bouché la sortie de gasoil depuis la cuve. Donc, j'ai passé 2h30 en pleine nuit dans les creux à essayer de réamorcer le moteur en coupant les circuits, en court-circuitant, en réorganisant. Et en fait, moi qui connaissais rien en mécanique, qui était confronté à ces premières conditions très dures, parce que quand je relis le livre de bord, je me dis, c'était vraiment très, très dur. Et que il y avait, dans le bateau, il y avait un calme. Mais, il y a jamais eu de moment de panique. Et on a géré les choses les uns après les autres. Puis on est arrivé à Palamos. À l'arrivée, je me dis que c'est pas finalement ce que ça a été peut-être dur à vivre. Mais à l'arrivée, ça restera un souvenir marquant et important qu'on transforme en positif, parce que les enfants, on les a débriefés après et ils ont dit non, moi ça va, on veut continuer. Je sais plus ce qu'a dit Océane, elle a eu une réflexion hyper mature à ce moment-là. Enfin, elle a dit quelque chose genre what doesn't break me makes me stronger. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est qu'est-ce qui me ce qui est important, c'est pas ce qui vient de se passer, c'est ce qui va se passer demain, tu vois. Ouais. Donc voilà, et on a dit waouh, mais en fait et même si moi et Mathieu on était malades, Mathieu il avait la banane tout le moment, tout va bien, tu vois. C'était à un moment donné, ils étaient juste ils acceptaient ce qui allait. Moi j'allais les réconforter, je leur disais un petit peu ce qui se passait, je les amenais un petit peu à boire, on n'a pas trop mangé parce que ça n'arrivait pas. Mais ouais, c'est un peu cette moi, j'ai eu beaucoup confiance. Moi, j'étais pas aussi stressée, je pense, que je le pensais. Je pense que j'avais beaucoup de confiance en Laurent. Peut-être que j'ai en mettais trop sur les épaules, mais il a bien pris. Et puis, moi, je voulais juste l'accompagner au mieux, mais il connaissait mes limites, donc peut-être qu'il essayait en tout cas, Laurent, il a vraiment bien géré. Et puis nous, on a pu, à notre rôle, à notre niveau, garder le cap et les enfants, après, c'était juste de retrouver un rythme qui nous convenait et de s'assurer, comme là, tu vois, quand les enfants disent, maman, il y aura pas beaucoup de vagues, quand on va sortir. Donc, c'était vraiment les rassurer qu'on allait sortir. C'est pour ça que j'ai dit, ça me dérange pas si on fait du moteur. Je veux juste que les enfants retrouvent le plaisir. Et ça, c'était vraiment important. Ouais, je pense que vous êtes des sportifs, donc du coup, je pense que vous savez peut-être aussi bien gérer votre stress, non? Vous pensez que ça vous a aidé, ça, dans cette situation-là? Oui, ouais. Moi, je le pense, pour avoir vécu tu vois, j'ai monté le Kilimandjaro, je crois énormément dans la force du mental. Et je pense que ça se travaille. Je pense que c'est pas juste parce qu'on est athlète de haut niveau qu'on a un mental de plus que les autres, mais je pense qu'on l'a peut-être travaillé différemment que d'autres, où on y a mis une certaine importance au cours de notre vie. Et je pense que c'est ça qui permet de le développer. Tout le monde, on peut tous le développer. On a toute cette capacité-là. Mais on s'est peut-être pas arrêté pour dire que cette force-là, on l'a en nous, comment on l'optimise, comment on va la chercher, comment on va la puiser. Donc je pense que c'est ça qui nous a permis, ayant fait quelques expériences avec peut-être d'autres personnes qui avaient moins pris le temps d'exploiter la force du mental. Ça a certainement joué pour quelque chose. Je pense qu'il faut, l'important, de ce que j'ai pu entendre de ce que vous m'avez dit, c'est quand même de bien se connaître, effectivement, de connaître ses limites. Et donc ça, c'est probablement la première chose. Après, aller chercher son why, le sens, etc. C'était aussi la clé probablement de tout ça. Parce que on peut chercher son why sans se connaître. Ça, ça c'était pour moi, c'était l'exemple
typique pour dire, j'aurais pu regarder Laurent puis dire, tu vois, toutes les doutes que je t'avais dit, mais si on n'est pas prêt pour les tempêtes ou si on n'est pas fait pour ça, Laurent, on était dans cette situation-là, mais je pense que si on avait été tous les deux des novices, tous les deux avec très peu d'expérience, parce qu'on a rencontré ici des Allemands qu'on a rencontrés, tous les deux des novices en voile. D'accord. Tu fais les étapes nécessaires pour toi. Donc, tu sais dans quelles conditions tu es prêt à partir. Jamais que deux novices seraient partis dans les conditions qu'on serait partis. On est parti parce que Laurent, il savait que quand il allait avoir un moment où il allait avoir, on allait être capable de le gérer et que ça allait durer une certaine période. Donc, je pense qu'on prend tous les niveaux de risque qu'on est en mesure de prendre. On échange avec beaucoup de personnes qui nous suivent et nous disent, ouais, vous avez peut-être eu le courage de sortir dans ces conditions-là. Moi, je l'aurais jamais fait. Tant mieux, tu l'aurais jamais fait. Tu vois? Donc, chacun prend aussi son niveau de risque à son niveau et sa petite voix, elle est importante. Il faut écouter sa petite voix. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on se découvre aussi tous les jours. C'est-à-dire que, on en apprend sur soi et sur l'environnement dans lequel on évolue tous les jours. Et en fait, on voit très vite que c'est nous qui nous fixons nos propres limites, quoi. Et que face au danger, face aux défis, on a des ressources qu'on présume pas nécessairement. C'est vrai que peut-être que le fait, moi, d'avoir fait du sport, j'ai appris à gérer mon stress, j'ai appris à faire de la visualisation mentale, quand il arrive une situation comme celle-ci, je suis en mode action et en mode résolution de problèmes. Par contre, j'ai pas d'émotion qui transpire. Et ça peut paraître perturbant peut-être pour certains, mais je suis concentré sur mes tâches. Je m'assure que là j'étais super vigilant que l'équipage soit bien et autres, mais j'ai pas d'émotion jusqu'au moment où ça y est, on a atteint le but, et là on peut lâcher un peu plus la pression. Quand je me suis fait ma luxation ouverte du doigt, ça a été la même chose en fait. C'est-à-dire que je suis tout seul sur la plage, je prends une vague avec le paddle qui me retourne et je me retrouve avec le doigt coincé entre la planche et la pagaie et je me relève et j'ai mon doigt à l'envers avec les tendons, l'os, le truc et ça pisse le sang. Je remets le doigt en place, je remonte sur la planche, je rejoins le bateau et je passe en mode faut gérer le truc quoi et sans émotion en fait. Et ce qui peut être rassurant donc du coup j'imagine pour oui pour moi il est rassurant mais parfois aussi moi j'ai besoin de communiquer. Moi je suis dans la communication. Donc j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe. J'ai besoin, même si je connais pas tout, même si je maîtrise pas tout, j'ai pas envie qu'il me cache des choses. Parce que la situation, je la ressens. Donc sinon, donc j'aime d'être quand même impliquée, même si c'est sa décision et je respecte ça. J'aime de savoir les possibilités. Regarde, il y a une possibilité qu'on peut pas arrêter au port où on voulait, on continue à naviguer pendant un autre 3 heures, 5 heures. OK, je peux me préparer à ça. Donc, on est différents et ça n'a pas toujours été facile de trouver la bonne communication pour que moi, je ne pousse pas, je sois pas toujours derrière. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux savoir? Pour pas que lui, ça le dérange. Et inversement, lui a appris aussi que la communication, au moins pour m'informer, moi, me rassurait dans ce qui se passait et de pouvoir le gérer de façon. Et après, tu es en train de développer ton sens marin. Enfin, je le vois, Lynn, comme c'est un environnement qui est nouveau pour elle, elle a encore tendance peut-être à trop se focaliser sur ce qu'elle maîtrise pas, mais en réalité, elle a fait énormément de progrès et c'est plutôt à moi de me mettre à son niveau pour qu'elle se sente justement confortable, mais et de l'accompagner dans la progression. Mais elle a développé un sens marin depuis qu'on est sur le bateau. Où quand elle fait une remarque, je dis oui, t'as raison, faut y aller et j'hésite plus aujourd'hui à lui poser la question, à lui dire tu penses quoi de ça, on fait quoi, tu vois et ça c'est regarde en quelques mois la manière dont t'as progressé, donc ça vient avec l'expérience. Ouais, bien sûr, évidemment.
Mais quelle histoire. Parce que on arrive de la fin, on est bientôt à la fin. Je voulais vous demander, bon, j'ai peu de doute là encore sur la réponse, mais l'aventure continue. Et il n'y a pas de changement de cap en vue pour l'instant. Il n'y a pas de changement de cap en vue pour l'instant. Non. Tout le monde est heureux, tout le monde s'épanouit, et puis au contraire, on rentre juste dans l'aventure, je trouve. C'est ça. C'est le début. On se rôde, tu vois. C'est le début, et puis c'est ça qui est le bénéfice justement de cette notion du temps. C'est que tu peux te donner le temps de vraiment t'acclimater, de prendre tes repères et de dire t'as pas besoin d'avoir la solution aujourd'hui, tu vas la trouver. Et on rentre vraiment juste dans l'aventure, donc on est plutôt content, et on est juste curieux de voir ce qui nous attend après. J'ai l'impression que vous avez pris goût à être en dehors de votre zone de confort, quoi. La notion de l'aventure, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sortir, le retrouver pour être capable de le faire à un rythme qui est, mais c'est toute qu'une vie, en tout cas. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.